Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Quand la science est au service de l'écologie, c'est Transition. Transition, l'émission qui parle d'écologie et de science. Chercheurs, scientifiques, sociétés, associations sont invités autour de la table pour traiter des grands sujets d'actualité. Comment va la planète? Quelles solutions pour les générations futures? Où en est le monde avec le développement durable? Transition, une émission qui vulgarise la science et l'écologie pour le plaisir de toute la famille. Transition sur Fréquence Méditerranée, animée par Thierry, Eric et Jean-Luc. Mercredi de 19h à 20h. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée avec une nouvelle saison et le retour de votre émission que vous attendez tant, l'émission Transition avec, pour l'animer avec moi pendant toute la saison, on va retrouver bien sûr notre célèbre Eric. Mais Eric qui n'est pas en studio aujourd'hui puisque vous le savez aujourd'hui c'est le 10 septembre. Il y a des gens qui se sont chargés de bloquer un petit peu partout la France. Et ben Eric fait partie de ces gens-là. Il fait partie, alors pas des gens qui bloquent mais des gens qui sont bloqués. Et donc il est resté à Nice. C'est ça mon cher Eric, tu es avec moi? Bah, moi, c'est Thierry. Pardon, Eric, pourquoi j'ai Eric dans la tête? Oui, puisque dans le générique, il y avait Eric, qui lui n'est pas non plus en studio. C'est Thierry, mon cher Thierry, tu vas bien? Ça commence bien. Alors, ça commence bien, effectivement. Donc, je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez bien sûr nous joindre, nous suivre sur le DAB, le web, l'AFM, le 90.9, les applications smartphone et bien sûr le live Facebook, parce que malgré tout, il y a quand même nos visages sur les réseaux, vous en photo et moi en direct, bien sûr. Mon cher Thierry. Super. Mon cher Thierry? Oui, je disais, c'est super oui. de pouvoir avoir nos photos et d'être quand même en studio sans y être. En tout cas, la magie de la radio permet de se retrouver tous ensemble. Alors, dans un instant, on va parler science avec Benjamin Novak, qui est un spécialiste du monde agricole, de l'agriculture, mais sur l'aspect scientifique, sur l'étude des végétaux. Il a écrit un bouquin formidable qui s'appelle « Pourquoi les bananes n'ont-elles pas de pépins ?» Et évidemment, on reviendra sur cette question et beaucoup d'autres tout à l'heure avec Benjamin Novak. Mais avant, on va faire une petite entorse au règlement. On va parler un peu moins de science, quoique, avec Georges-Olivier Khalifa, que vous connaissez tous désormais très très bien, puisqu'il est déjà venu nous rendre, je crois, 2 fois visite, hein, c'est ça Jean-Luc, en studio? Il est venu effectivement deux fois au studio, et il est venu d'ailleurs dernièrement, il a terminé la saison 2024-2025 au mois de juin avec nous, puisqu'il est venu nous présenter son périple, son action, et on va la résumer, puisqu'elle est pratiquement finie, c'est ça? On arrive pratiquement au bout? Alors oui, on a de l'écho, hein, on a de l'écho parce que tu dois pas avoir le casque, mon cher Thierry, c'est ça? Oui. Voilà. Ouais, j'ai pas le casque. Alors attends, je vais trouver une solution. Alors on va trouver une solution parce que vu que tu n'as pas le casque, on a beaucoup d'écho et donc voilà. Sinon, il va falloir que tu baisses ton haut-parleur. Voilà, si tu. Alors je vais essayer de trouver une solution. En tout cas, est-ce que là c'est mieux? Alors oui, non, c'est toujours pareil. Alors on est en direct, on s'excuse auprès de nos auditeurs, hein, un petit réglage qu'il faut faire. Il faut, je alors, pense. Je te laisse commencer l'interview avec je vais commencer. Récupérer un casque. Voilà, on va récupérer un casque. C'est du direct, les amis, comme quoi ça prouve que on est vraiment en direct. On règle tous nos problèmes, voilà, devant vous. On se cache pas. Mon cher Georges-Olivier, tu es là, toi. Bonjour à tous. Voilà, tu es avec nous par téléphone. Tu te trouves où exactement? Actuellement. Alors là, je me trouve à Port-Grimaud, lieu port d'attache du bateau, puisque nous avons achevé la dernière étape de l'édition, de la 6e édition des Voiles Blanches hier soir, que dans la foulée, je suis parti à minuit et quart de Nice pour ramener le bateau sur Port-Grimaud. Je suis arrivé en fin de matinée sur Port-Grimaud, puis rangement, tri, chargement des jouets. Et demain, livraison d'une large partie de ces jouets aux enfants hospitalisés à la Fondation Lanval de Nice, demain après-midi. Alors, tu étais venu, donc je disais, tu as été le dernier invité de notre saison au mois de juin pour nous présenter effectivement ce beau périple. Combien d'étapes tu as pu réaliser? On a fait un peu plus d'une vingtaine de ports. C'est ce qui était prévu. On a eu un peu de difficultés au début avec la météo. C'est ce que j'ai vu, partie du jeu. Et c'est vrai que les premiers jours ont été très compliqués. Il a fallu vraiment naviguer en fonction du temps. Soit on n'avait pas du tout de vent, soit ça partait très fort. Il a fallu vraiment faire preuve de tactique et de stratégie. Mais on a respecté le calendrier et on est très très heureux. Il y a un jour où il a fallu que tu rentres, que tu t'abrites, puisque je crois qu'il y avait eu de la mer. Hein. Moi, je t'ai suivi sur les réseaux. Si je dis pas de bêtises, il y a un jour où ça a été un peu chaud. Ah oui, tout à fait. Oui, il y a eu plusieurs jours, mais on a réussi vraiment à passer entre les gros coups de vent et
Et écoutez, non, très très bien. Mais ça fait partie du jeu, encore une fois, bien sûr, puisqu'on a choisi une aventure à la voile, donc forcément c'est un petit peu plus compliqué qu'on va dire. Effectivement. Donc je suppose que, comme on l'avait dit, tout ça a été diffusé sur les réseaux, bon, en tout cas sur Facebook, moi j'ai pu suivre, mais sur Instagram, ta caméraman a suivi et tes petits malades, on va dire, entre guillemets, qui t'attendent avec impatience, ont pu découvrir le périple du pirate blanc. Le périple quotidien, avec aussi effectivement surtout un épisode quasi quotidien qui leur est adressé sur la chaîne YouTube dédiée des voiles blanches, et ce qui leur permet effectivement, c'était toute l'idée originale de Yuna, c'est encore une fois de construire ce petit monde de rêve et d'aventure, de les faire rêver, et donc ça nous permet de les embarquer virtuellement à bord grâce à ces petites vidéos où on leur fait vivre de véritables aventures au quotidien. Et puis effectivement, pour quand même revenir un petit peu, puisqu'on parlait d'environnement, avec aussi cette année une jolie rencontre avec une tortue par exemple, avec aussi un épisode où effectivement on a ramassé à plusieurs reprises quand on a vu des déchets plastiques, des bouteilles plastiques notamment en surface, et bien avec l'épuisette, allez, on fait un petit détour, on la récupère et puis le soir au port on va la jeter dans la poubelle dédiée, de manière effectivement à non seulement nous laisser l'empreinte la moins impactante possible, mais en plus si on peut aussi réparer un petit peu les erreurs d'autres plaisanciers et navigateurs, et bien après tout pourquoi pas. Voilà, vous avez fait le job comme on dit. Rappelle-moi, l'édition c'était C'était la sixième édition. Et est-ce qu'en termes de cadeaux, on est dans les records? Est-ce qu'il y en a encore plus que la 5e? On est un tout petit peu en deçà. On attend encore quelques jouets, puisque là encore cet après-midi, j'ai eu un appel pour remettre de nouveaux jouets. On est un tout petit peu en deçà de l'année dernière, mais on est au-dessus de toutes les autres éditions. D'accord. Et puis après, c'est toujours pareil. Maintenant, les voiles blanches ne s'achèvent plus seulement mi-septembre. Ça continue. Mais dure toute l'année, donc on fera un bilan consolidé au 31 décembre, ce qui nous permettra effectivement de donner des chiffres, sachant juste, je me permets une seconde, oui, mais vas-y, on l'avait déjà dit que depuis en 5 éditions, on a remis plus de 12 000 jouets, et que là, effectivement, du coup, je pense que d'ici la fin de l'année, on devrait dépasser les 14 000. Waouh. Est-ce qu'on a récupéré Thierry? Oui. Il était avec nous. Est-ce que c'est mieux pour toi là? Mais c'est parfait, mon cher Thierry, il n'y a plus d'écho du tout. C'est parfait. Voilà. Alors, juste pour dire aussi que l'aventure de cette année se termine demain, en fait, puisque Georges Olivier, demain, tu as rendez-vous à l'Enval. Exactement. Alors, c'est ce qu'on disait effectivement tout à l'heure. Hier soir, l'arrivée, enfin la dernière étape. Aujourd'hui, rapatriement du bateau, nettoyage, chargement des jouets, tri, etc. Et puis demain, effectivement, l'Enval, le grand rendez-vous avec les enfants, où on va pouvoir leur remettre une grosse partie, en tout cas, du butin. Peut-être une dernière question avant de te laisser finir de nettoyer ton bateau. Parce qu'il a beaucoup de travail, le pauvre. On est dans une émission scientifique, Transition, on aborde toutes les formes de science. Au fur et à mesure de tes rencontres avec les médecins, tu nous l'avais déjà expliqué, mais peut-être c'est pas inutile de le répéter, tu as pu te rendre compte que le jeu, le jouet, ta présence aussi, quand tu vas à l'hôpital, au même titre que d'autres personnes qui vont déguiser en clown, qui vont faire de la musique, qui créent des animations, eh bien tout ça rentre dans les protocoles de soins et est particulièrement efficace au regard de la prise de médicaments, du fait de déstresser les enfants dans des situations tendues, inhabituelles. Est-ce que ça, tu as pu le mesurer ? Alors, on le mesurait difficilement, on a déjà eu l'occasion de le dire, on l'avait pas mesuré, en tout cas dans sa pleine ampleur au tout début, même si on avait un petit peu envisagé cette dimension. Et puis, on le voit à force de rencontrer les enfants et puis surtout d'échanger avec tous ces médecins, tous ces personnels soignants qui nous font véritablement prendre la mesure de cet effet qu'on avait vraiment sous-estimé. Un enfant qui, les personnels soignants le répètent souvent, un enfant qui arrive plus détendu à un soin parce qu'il a joué avant au lieu de stresser, au lieu d'être anxieux, eh bien c'est un soin qui est plus efficace.
c'est une facilité pour les soignants. Et puis, ça signifie, on l'a entendu à plusieurs reprises de la part de scientifiques, moins d'antidouleurs par la suite, moins de calmants, moins de médicaments qui peuvent à leur tour avoir des contre-indications. Et donc, tout ça a un effet effectivement en chaîne qui est extrêmement positif. Et il faut reconnaître qu'effectivement, nous ne sommes pas scientifiques. On l'avait envisagé, on ne l'avait pas mesuré dans sa pleine dimension, loin de là. Et puis, pour conclure réellement cette fois, peut-être que tu peux nous raconter cette anecdote que tu as narrée à quelques-uns d'entre nous. Il n'y a pas très longtemps, quand tu avances, tu es allé distribuer des cadeaux. Tu as eu une rencontre formidable avec 4 enfants qui sont venus te voir à la fin de ta prestation. Et que s'est-il passé ? Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres, parce qu'effectivement, il y en a des quantités, et on pourrait prendre le petit déjeuner encore demain matin ensemble, mais on va se contenter de celle-ci, effectivement. Au mois de juillet, nous sommes allés déposer des jouets et encourager des enfants d'un établissement qui s'appelle les Cadrans Solaires à Vence, avec lequel nous avons signé cet hiver une convention de partenariat. Et puis, on dispose les jouets, les enfants se retrouvent, ceux qui peuvent sortir de leur chambre, dans l'amphithéâtre. Et puis, évidemment, dans le joli costume du pirate blanc, on leur livre 3 petits mots quand même d'explication. Et comme ce sont des très longs séjours pour la plupart, le petit discours qu'on leur a apporté à ce moment-là, c'est de leur dire, voilà, ne voyez pas ce jouet seulement comme un petit Playmobil ou une petite poupée Barbie, mais voyez-les aussi dans sa dimension qui est que des gens à l'extérieur pensent à vous, tiennent à vous, espèrent vous rencontrer un jour, ont hâte de vous voir dehors. Et voilà, le petit discours rapide. Et puis, à la fin, un petit groupe de 4 mené par un jeune homme de 17 ans, avec les yeux un petit peu humides, vient tout timidement me voir et me dit textuellement, avec une petite voix, monsieur, est-ce que monsieur le pirate, est-ce que on peut vous parler? Et je dis, oui. Et il me dit, mais très précisément, textuellement, il me dit, c'était très émouvant tout ce que vous nous avez dit, parce que nous, on n'imaginait pas que les gens à l'extérieur, ils savaient qu'on existait encore. Et donc, rien que ça démontre effectivement. C'est incroyable ce que tu dis. Mais c'est du vécu et c'est du vrai. Et c'est vrai que à ce moment-là, nous, évidemment, ça nous redonne un trop plein d'énergie, parce qu'on a envie de repartir tout de suite en bateau. Mais c'est surtout, voilà, c'est vraiment... Il y a le discours des médecins et le discours des enfants, les réactions des enfants. Et quand on vit ces moments-là, on comprend que ce qu'on fait, c'est à la fois tout petit et immense. Super, merci Georges Olivier, et puis à très vite. Merci à vous, surtout une très belle soirée à vous tous, et sur ce, bon vent. Bon vent. Merci Georges Olivier, merci à toi. Allez, bon vent comme tu dis. Voilà, bye bye. Voilà, Georges Olivier Khalifa, alias le pirate blanc, qui était avec nous par téléphone, donc de Port-Grimaud. Et puis bien sûr, comme je vous l'ai dit, tout le monde est en liaison aujourd'hui, notre cher Thierry en direct de Nice. Et dans quelques instants, on va récupérer par téléphone monsieur Benjamin Novak, donc qui est maître de conférence à VET Agro Sup. Voilà, il enseigne l'agronomie aux étudiants destinés à devenir ingénieurs agronomes. Mais juste avant, et ce qui va me donner le temps de l'appeler, on va parler un petit peu de la loi tabac du 1er juillet. Et cette loi tabac, mon cher Thierry, de nouveaux lieux extérieurs sont concernés par l'interdiction de fumer. Effectivement, cette mesure est destinée à prévenir les addictions et à protéger les plus jeunes en instaurant de nouveaux espaces sans tabac. Alors la liste, je vais vous la donner: parcs et jardins publics, plages bordant les eaux de baignade, abribus et zones couvertes d'attente des voyageurs, à bord des écoles, les collèges, les lycées et autres lieux destinés à l'accueil et à la formation ou à l'hébergement de mineurs. Voilà, espaces ouverts et à bord des bibliothèques, piscines, stades et installations sportives. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça, ce qui va me donner le temps d'appeler monsieur Benjamin Novak, mon cher... Effectivement, je peux parler de tout ça, et c'est surtout pour pousser un petit coup de gueule, parce que... Pourquoi faire cette loi alors que, évidemment, elle est très bonne sur le principe, bien sûr, il s'agit de protéger les enfants, il s'agit de protéger tout un chacun contre le tabac, les fumées, etc., etc. Mais pourquoi ne pas commencer tout simplement par faire ce qui est prévu, ce qui est déjà dans la loi, et tout simplement faire appliquer la loi ? Parce que, par exemple, les mégots qui sont des déchets, nous sommes tous responsables de nos déchets, et on continue de voir quotidiennement des gens jeter des mégots par terre, des garçons de café à la terrasse des bistrots balayer la terrasse dans les caniveaux et laisser partir ces mégots vers les égouts. Il y a même
de plus en plus de terrasses de café dont les tables ne sont même pas munies d'un cendrier. Et puis, par exemple, si on veut faire des lois utiles, pourquoi est-ce qu'on ne demande pas aux syndics de copropriété, dans tous les immeubles qui abritent des entreprises, eh bien, de tout simplement mettre à disposition des cendriers au pied de ces immeubles. Parce que, bien évidemment, il n'y aura aucun policier qui va aller vérifier dans les parcs et les jardins, sur les plages, dans les zones de baignade, autour des collèges, autour des lycées, etc., si les gens fument ou pas. Donc ça ne sert strictement à rien, c'est purement démagogique, et on est dans une espèce de bienséance qui n'apportera rien et qui ne va pas résoudre le problème du tabac et de tous les espaces qui sont contaminés. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on ne se lèverait pas tous pour être contre aussi le fait de fumer sur les terrasses, dans les terrasses des cafés? Parce que moi, je ne fume pas, par exemple. Pourquoi est-ce qu'au moment où je prends mon petit café, ou si je suis en train de déjeuner ou de dîner, pourquoi est-ce que j'ai à subir le tabagisme de quelqu'un d'autre? Donc là, c'est une loi qui est complètement démagogique, complètement inutile, qui ne servira à rien parce qu'elle n'est même pas coercitive. On inscrit des éléments, des principes, mais il n'y a pas de punition, de sanction si jamais les gens continuent de fumer à ces terrasses. Donc c'est complètement idiot. Eh bien, merci mon cher Thierry. Effectivement, tu as donné un petit peu tous les éléments par rapport à cette loi et je te rejoins entièrement sur ce sujet. Il est avec nous, voilà, c'est notre invité ce soir, on vous l'a annoncé sur les réseaux et il est avec nous, c'est monsieur Benjamin Novak, mais je vais te laisser le présenter mon cher Thierry. Bonsoir Benjamin. Bonsoir à vous, bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints. Alors Benjamin plaisir. Novak, tout à l'heure on le disait, est maître de conférence avec AgroSup. Il enseigne l'agronomie aux étudiants qui sont destinés à devenir ingénieurs agronomes, et puis les chercheurs à l'UMR, je crois que c'est unité mixte de recherche qui s'appelle Territoire, pour ses activités de recherche sur les végétaux. C'est bien ça ? C'est ça, tout à fait, ouais. Bon. Alors, vous avez écrit un bouquin qui est absolument formidable, dont vous allez nous expliciter le titre, qui est le suivant. Pourquoi les bananes n'ont-elles pas de pépins? Et ce bouquin, il est formidable parce qu'il nous retrace l'histoire de tous les végétaux qu'on consomme, qu'on connaît, enfin de tous, de presque tous, pour nous expliquer d'où ils viennent, comment ils ont évolué, pourquoi aujourd'hui ils se portent bien ou mal, quel sera le futur de leur culture, à travers une petite série de chapitres. Le bouquin se lit comme un recueil de nouvelles, on pourrait dire, avec plein de petites histoires qui s'enchaînent. Alors on va rentrer dans le détail de tout ça. Il est actuellement à l'image, mon cher, pour les réseaux. D'accord. Donc on va rentrer dans le détail de tout ça. On va parler de 3 thèmes, grosso modo. Donc l'histoire de ces végétaux, les problèmes de l'agriculture actuelle, et puis les conditions pour gérer ces difficultés contemporaines. Mais d'abord, pourquoi donc les bananes, Benjamin Novak, n'ont-elles pas de pépins? D'accord. Déjà, merci beaucoup pour cette introduction. C'est toujours sympa de savoir que le livre a plu. On pourra revenir d'ailleurs sur le fait de pourquoi est-ce qu'on peut faire toutes les cultures ou pas. On ne les fait pas toutes dans le livre, mais c'est vrai que, en fait, on peut en faire un sacré nombre d'espèces cultivées parce qu'on aura l'occasion de le dire. Il n'y en a pas tant que ça par rapport à ce qu'il existe d'espèces sauvages. Et donc, pour revenir un peu à la banane qui donne son nom au livre, on a choisi parce que c'était un clin d'œil plutôt sympa. Et en fait, les bananes sauvages, elles ont des pépins. Et c'est un caractère qui a été sélectionné par les premières populations humaines. Alors pour la banane, le foyer de domestication est plutôt en Asie du Sud-Est, avec un événement qui s'est produit il y a à peu près 6000 ans. Je dis un événement, mais en fait il s'est produit plusieurs fois, parce que ça a été domestiqué par plusieurs populations humaines. Et cet événement, en fait, est ce qu'on appelle de la triploïdie. Donc, comme vous le savez peut-être, chacun d'entre nous, on a 2 exemplaires de notre ADN, 2 copies de notre matériel génétique. Il y en a une partie qui vient du père, qui est amenée par spermatozoïde, et une partie qui est dans l'ovule de la mère. Et pour que ceci puisse se passer, en fait, on a un événement qui s'appelle la méiose avant, qui permet de séparer le matériel du parent et le matériel de la mère pour garder qu'une seule copie. Et en fait, c'est la même chose normalement pour la banane, ce qu'on appelle l'organisme diploïde avec 2 exemplaires de son génome. Mais ce qui s'est passé pour ces bananes sans graines, c'est que l'une des 2 gamètes sexuelles a eu
les 2 copies. La séparation ne s'est pas faite et elle est venue avec ces 2 copies de son génome. Donc, mélangé avec l'autre gamète qui avait qu'une seule copie, eh ben, ça fait 3 exemplaires du génome. C'est ce qu'on appelle la triploïdie. Et en fait, ça permet quand même à la plante de subsister. Par contre, ça fait qu'elle est stérile. Donc, elle ne va pas produire de graines. Et pour les humains, ça a plutôt été un événement favorable, parce qu'il faut savoir que ces bananes sauvages qui ont beaucoup de graines, eh ben, en fait, elles sont quasiment immangeables, en fait, parce que c'est des choses qui sont assez désagréables, qui vont croquer sous la dent, etc. Donc, les premières populations humaines, comme ça, ont choisi de garder les bananiers, comme ça, qui avaient bénéficié de cette mutation. Par la suite, bien sûr, ça nous donne déjà beaucoup d'informations. La première, c'est que la sélection des fruits, des légumes a commencé il y a très très longtemps, on va dire quasiment au moment où les hommes ont commencé à cultiver, peut-être même un petit peu avant. Je parle là de l'intervention humaine. La deuxième information, c'est qu'on est capable, à travers ces sélections forcées, de choisir un petit peu l'orientation qu'on va donner à nos végétaux. Et puis enfin, ça veut dire aussi, si on vous suit bien, que ces végétaux, une fois qu'ils ne sont plus capables de se reproduire, ont besoin de l'homme pour pouvoir assumer leur descendance. Oui, alors la banane est un cas extrême parce qu'elle ne peut vraiment plus du tout se reproduire, donc on est sur la reproduction végétative. La plante peut le faire elle-même avec des stolons qui peuvent partir depuis la racine, mais ça va rester à proximité. Mais de manière générale, effectivement, les plantes cultivées par rapport à leurs ancêtres sauvages sont dépendantes de l'homme. Et si jamais il n'y avait pas la main de l'homme, elles ne pourraient pas du tout être compétitives, en fait, suffisamment compétitives pour survivre dans la nature. Donc comment ça s'est fait ça? Effectivement, les débuts de la sélection, ça commence il y a à peu près 12 000 ans. C'est la date qu'on estime être à peu près au néolithique des débuts de l'agriculture. Et à partir de ce moment-là, les premières populations humaines sont allées sélectionner comme ça des plantes sauvages qui leur plaisaient dans la nature pour essayer de commencer à cultiver ce qu'ils voulaient consommer plutôt que de manger ce qu'ils cueillaient. Mais en fait, ça a enclenché comme ça tout un syndrome qu'on appelle le syndrome de domestication et qui vont faire qu'on a tout un tas de modifications qui vont arriver. On pourra peut-être en dire un petit peu plus sur ces modifications après. Alors justement, la banane n'est pas le seul cas et on va venir sur ce processus de domestication, mais peut-être qu'on peut donner encore un ou deux exemples de ces végétaux qu'on a forcés dans la sélection, mais d'une manière très particulière, en les faisant essaimer à travers le monde. Est-ce que vous pourriez nous raconter l'histoire du café ? Oui, alors ça arrive plus tard. Parce que ce qui s'est passé aussi au moment de la domestication, c'est que parmi ces critères justement qui vont différencier nos espèces cultivées de nos plantes sauvages, alors il y a des fruits plus gros qui vont être plus sucrés aussi, plus savoureux à manger, ce qu'on appelle généralement l'augmentation des qualités organoleptiques, mais parmi les critères qui ont été sélectionnés aussi, là plutôt de manière automatique, non voulue par les premiers sélectionneurs, les premiers agriculteurs, ça a été la perte de dissémination des graines. Parce qu'une plante sauvage, elle va essayer de se répartir dans son environnement, notamment pour limiter la compétition. Et donc les graines, elles sont dispersées soit par le vent, ce qu'on appelle l'anémochorie, soit aussi par les animaux qui vont pouvoir, soit les graines s'accrochent à la fourrure, soit les animaux les ingèrent, et ça se retrouve dans les fesses un peu plus loin. Et nous, pour les plantes cultivées, ce qu'on veut, c'est que la graine, elle reste sur l'épi jusqu'à la récolte. Donc en fait, on a différence entre les plantes cultivées et les plantes sauvages, c'est qu'on a un mécanisme de perte de dissémination des graines. Donc ce qui va permettre après aux plantes cultivées justement de se répartir dans le monde, c'est les humains eux-mêmes. Donc soit par des échanges, soit par les mouvements de population eux-mêmes. Et là-dessus, il y a eu une grande période qui est arrivée, un grand accélérateur quand même, ça a été la colonisation. Et au moment de la colonisation, il y a plusieurs choses qui sont faites, on pourra y revenir plus tard. Mais pour revenir plus particulièrement sur l'histoire du café, à l'époque, c'était donc le café originaire d'Afrique, d'Éthiopie au départ, et il a commencé à être vendu par les marchands de la péninsule arabique. Et à ce moment-là, ils avaient envie de garder ce monopole-là, donc ils interdisaient soit toute graine viable, soit tout plant de café de quitter la péninsule. Donc pour ça, soit les grains étaient torréfiés sur place, soit ils étaient ébouillantés pour que ce soit des grains stériles qui sortent. Et à partir de ce moment-là, en fait, les Européens ont essayé de s'approprier le café. Avec la colonisation, ils avaient des grands territoires où est-ce qu'ils pouvaient cultiver
les produits qui les intéressaient. Donc ils se sont dit, on va essayer d'aller récupérer le café. Et ceux qui ont réussi à faire ça, c'est les marchands hollandais qui auraient les premiers volés, les premiers grains de café comme ça. Et ça aurait été le début comme ça de la sortie du café d'Afrique, où par divers rebonds, qu'on explique dans le livre, il a fini comme ça par arriver en Amérique du Sud, qui est aujourd'hui le premier foyer de production, avec le Brésil notamment, qui est le premier producteur. Il y a une histoire un petit peu similaire peut-être, c'est celle du cacao aussi ? Alors, ce qui est similaire avec le cacao, c'est qu'on a là aussi une inversion entre le foyer de domestication, là d'où est originaire la plante, et le principal foyer de production actuel. Et en fait, c'est à l'inverse de ce qui s'est passé avec le café. Le cacao, lui, il est originaire de la forêt amazonienne, donc plutôt originaire d'Amérique du Sud, et le principal producteur actuel, c'est l'Afrique de l'Ouest. Donc comment ça s'est fait ce transfert ? C'est notamment au début de la décolonisation, quand le Brésil a pris son indépendance des Portugais. Les Portugais n'ont pas voulu lâcher, entre guillemets, leur plantation de cacao et ils se sont dit on va essayer de les implanter ailleurs. Donc là, ils ont fait traverser l'océan Atlantique à la plante pour aller débuter des plantations de cacaoyers sur l'archipel de Sao Tomé et Principe, qui se trouve sur la côte ouest de l'Afrique. Donc là, comme toujours à cette époque-là, c'était du travail qui était fait par les esclaves dans des conditions assez affreuses qui permettaient en gros de faire tourner ces premières plantations. Et par la suite, la plante a gagné la côte et c'est aujourd'hui la Côte d'Ivoire notamment qui est le premier producteur. On se retrouve avec une production très concentrée dans cette zone-là. En gros, l'Afrique de l'Ouest, c'est 2/3 de notre production mondiale, alors qu'en fait, c'est pas du tout la zone originelle du cacao. Ça pose d'ailleurs des problèmes qu'on pourra détailler un peu plus tard, notamment parce que maintenant on a un virus qui arrive, le virus des pousses gonflées, qui est en train de dévaster les plantations de cacao en Afrique. Et ces 2 dernières années à peu près, le prix du cacao a flambé, a été triplé à peu près sur le prix du chocolat comme ça. Et c'est lié à cette maladie qui est en train de décimer les plantations de cacaoyers qui sont très, très concentrées dans cette zone. Alors justement, on va y revenir dans un instant parce que effectivement, le fait de transporter des graines d'un endroit à l'autre n'est pas sans effet sur les plantes parce qu'on ne transporte pas toute la diversité et tous les systèmes immunitaires nécessaires à ces plantes pour lutter contre les pathogènes. On va en dire un mot dans quelques instants. Mais encore sur le voyage, il y a aussi des éléments, des végétaux qui voyagent tout seuls, comme des grands, grâce au vent. Est-ce que vous pourriez nous raconter l'odyssée de la patate douce ? Oui, alors il y a plusieurs choses qui peuvent arriver, mais ça c'est sur les plantes notamment qui sont dispersées par les courants océaniques et qui leur permettent, avant même d'avoir l'aide de l'homme comme ça, de pouvoir aller se déplacer sur des très grandes distances comme ça. Notamment que la patate douce a pu gagner des îles qui étaient très éloignées. Il y a eu des grands débats pour savoir est-ce que c'est vraiment des populations humaines qui ont pu la déplacer ou est-ce que c'est des fleurs qui déplacent, ou c'est des graines, des plants qui se sont déplacés via les courants océaniques. Il faut savoir que la plupart des plantes sauvages sont quand même très bien équipées, elles, pour pouvoir se déplacer. On pense notamment aux fleurs du pissenlit, quand on va souffler sur les akènes du pissenlit, comme ça, qui vont s'envoler. Il y a vraiment tout un système, vraiment une vraie ingénierie de la fleur, comme ça, pour pouvoir aller emmener ces grains plus loin. Alors qu'à l'inverse, c'est sûr que chez les plantes cultivées, on est beaucoup plus conservateur. Une des grandes modifications d'ailleurs de notre plante majeure, la première plante cultivée au monde est le blé, et une des grandes modifications qu'on a eues, ça a été ce qu'on appelle le rachis solide, c'est-à-dire d'avoir la tige centrale de l'épi comme ça qui va être solide pour bien retenir les grains au moment de la récolte. Donc globalement, on a plutôt vers la perte de ces mécanismes de dispersion des graines qui se fait chez nos plantes cultivées. Mais un mot encore sur la patate douce, elle est partie d'où ? Elle est arrivée jusqu'où ? Alors là, on se trouve sur les îles dans l'océan Pacifique. Où est-ce qu'elles se sont faites ? Alors, je n'ai plus la distance exacte qu'elle avait parcourue, mais de mémoire, là, on parle plutôt sur de milliers de kilomètres. L'un des exemples qui était intéressant aussi avec la patate douce, et si j'avais choisi de la citer, c'est que c'est notamment l'un des premiers OGM. Parce qu'on ne le sait peut-être pas, mais la patate douce, c'est en fait, en gros, un OGM naturel
C'est-à-dire qu'en fait, la bactérie qu'on utilise dans les premiers OGM, ceux qui sont actuellement cultivés, ce qu'on va appeler la transgénèse, on utilisait une bactérie comme vecteur pour faire rentrer d'autres gènes dans le génome de la plante cible. Et on s'est aperçu en fait que chez la patate douce, cet événement était apparu des milliers d'années avant. Donc cette bactérie qui est naturellement présente dans la nature, en gros, avait fait de la patate douce un OGM naturel avant que cette technique soit maîtrisée et manipulée par l'homme derrière. Alors, pour poursuivre notre conversation, on va d'abord faire un petit résumé et vous m'interrompez si je dis une bêtise. Donc, la main de l'homme permet de sélectionner un certain nombre d'éléments qui l'intéressent pour sa consommation, en les rendant plus goûteux, plus faciles à consommer, plus faciles à cultiver aussi. Et donc, toutes ces mutations vont entraîner un certain nombre de modifications. Est-ce que dans ces modifications, il se passe des éléments négatifs qui affaiblissent ces végétaux? Alors, c'est pas tellement des événements négatifs en tant que tels, mais c'est sûr que ça les rend plus dépendantes de nous. Donc, par exemple, l'une des choses qu'on va aller chercher chez les plantes, c'est de réduire en gros leurs moyens de défense. Parce que souvent, c'est des choses pour se défendre contre les herbivores, comme nous, comme les consommateurs en général, et que nous, on va chercher à diminuer. Donc, par exemple, si la moutarde a son goût qui est très caractéristique, comme ça, son goût piquant, c'est qu'en fait, elle produit ce qu'on appelle des glucosinolates, qui sont une substance, quand la cellule commence à être détruite par un herbivore qui va commencer à la mélanger, on a tout qui se mélange dans la cellule, et dans ce cas-là, les glucosinolates rentrent en contact avec une enzyme qui s'appelle la myrosinase, et on va avoir la production de composés soufrés, les isothiocyanates, qui vont donner ce goût un peu amer, un peu fort qu'on a dans la moutarde, pour en gros dissuader les herbivores de la consommer. Voilà, qui pique le nez exactement, pour dissuader les herbivores de continuer à la consommer. Donc ça, pour la moutarde, ça ne nous dérange pas trop. Par contre, il y a d'autres plantes de la même famille, donc c'est ce qu'on appelle la famille des brassicacées, qui est auparavant le nom de la famille était les crucifères, parce qu'elles ont des fleurs en forme de croix. Et donc on a une autre plante qui est le colza, comme ça. Et le colza, on en extrait l'huile, et de l'autre côté, le résidu, ce qu'on appelle les tourteaux, on va le donner à manger pour les troupeaux. Et là, ça nous dérangeait parce qu'en gros, on voulait quand même que les troupeaux aient envie de le manger, et donc qu'on n'ait pas ce caractère un peu toxique, un peu désagréable à manger qu'on avait dedans. Donc on a eu, ça c'est dans les années récentes, on parle des années 1970-1980, tout un travail de sélection comme ça pour croiser des variétés canadiennes qui avaient des faibles teneurs en glucosinolates avec des variétés européennes qui avaient des caractéristiques agronomiques intéressantes, comme un rendement intéressant, des résistances aux plantes. Et comme ça, on est arrivé à des variétés qu'on appelle double zéro, donc qui n'ont plus de glucosinolates, mais aussi plus d'acide érucique, qui est une autre composé toxique qu'on avait dedans, et donc qui permettent de les consommer en toute sécurité, soit par les populations humaines, soit aussi par les animaux. Donc voilà, en faisant ça, on a des plantes qui ne sont plus toxiques pour nous, mais par contre, ça veut dire que si on les laisse dans la nature, elles auront moins de résistance vis-à-vis des ravageurs, bien sûr. Alors, est-ce que l'effet corollaire, c'est donc qu'il est nécessaire de les protéger à travers des insecticides, des pesticides, des fongicides, et de booster leur évolution avec des engrais? Ouais, alors là, c'est tout à fait ça. Elles vont être beaucoup plus sensibles à ces produits-là. Mais en fait, ça, on en a deux raisons. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces produits? Il y a la première raison qui est génétique. Bon, on n'a pas tout dit sur les modifications que ça va faire sur la plante. On a commencé à les traiter un peu. Mais on a la deuxième question qui est aussi les pratiques agricoles et la façon dont on les cultive. C'est-à-dire que depuis la colonisation dont on va commencer à parler, on a une période que certains scientifiques, donc comme Anna Tsing, appellent le Plantationnocène, parce que c'était vraiment l'ère des grandes plantations qui ont gouverné un peu la marche du monde à cette période-là. Et on a toujours cet héritage-là, et qui s'est même encore aggravé derrière sur la tendance à la spécialisation de l'agriculture, c'est-à-dire qu'on va mettre la même plante, la même espèce, sur des très grandes surfaces, concentrés dans une même région. Et tout ça, en fait, c'est du pain béni pour les ravageurs, parce qu'ils peuvent facilement se multiplier en passant d'un champ à l'autre comme cela.
Donc on a à la fois des plantes qui sont plus faibles liées à la domestication, et en plus, on les concentre dans des foyers particuliers, et ça, forcément, ça augmente le risque d'avoir des ravageurs qui vont attaquer. Est-ce que la disparition des parcelles qui a été particulièrement accélérée après la Seconde Guerre mondiale, pour une raison tout à fait noble, après la guerre, chacun voulait avoir son indépendance en termes de production pour nourrir sa population, et on a décidé aussi pour permettre aux nouveaux outils, aux nouveaux engins, les tracteurs qui se démocratisaient, de pouvoir circuler librement sur des grands terrains. Est-ce que cette disparition donc, des petites parcelles a accéléré tous les processus que vous décrivez? Et aujourd'hui, avec notre regard contemporain, c'est toujours plus facile de réécrire l'histoire, est-ce que ça pose de nouveaux problèmes? Oui, alors il y a beaucoup de choses qui sont arrivées à ce moment-là, c'est sûr, au moment de la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand la politique agricole commune s'est mise en place. Bon, l'un des principaux moteurs était d'essayer de retrouver une souveraineté alimentaire après la guerre et en gros d'être au moins au niveau des Américains, parce qu'on était très dépendants des importations de céréales en provenance des États-Unis, par exemple. Et ça a vraiment été le modèle sur lequel on a essayé de bâtir notre agriculture à ce moment-là. Donc, parmi toutes les modifications, on en citera peut-être d'autres plus tard, mais effectivement, il y a eu ces remembrements où l'idée d'augmenter les parcelles, notamment pour faciliter le travail des tracteurs, des engins. Et on a augmenté la taille des parcelles, mais surtout ce qu'on a fait en plus avec ça, c'est qu'on a supprimé les haies. Alors les haies, c'est aussi des refuges pour ce qu'on appelle des auxiliaires. Les auxiliaires, c'est-à-dire que ça va être des insectes ou d'autres organismes qui peuvent être bénéfiques pour les plantes dans le sens où elles vont s'attaquer aux ravageurs. Donc un des exemples les plus connus, l'un des exemples les plus emblématiques, c'est par exemple les pucerons et les coccinelles. On aime bien les jardiniers amateurs aiment bien avoir des coccinelles dans leurs parcelles, parce qu'elles permettent de contrôler les pucerons qui vont s'attaquer aux plantes sinon. Et donc, entre autres, les haies, ça nous permet d'avoir des refuges comme ça pour des organismes comme les coccinelles qui vont pouvoir ensuite s'attaquer aux ravageurs des plantes. Quand on enlève ça, on diminue cet équilibre-là, on diminue la pression que vont exercer les auxiliaires sur les ravageurs, et on augmente encore notre dépendance comme ça aux produits phytosanitaires, aux pesticides qu'on va les mettre sur les cultures. Ouais. Alors sans rentrer dans le débat, parce que ce n'est pas la question aujourd'hui, même si la question est importante, des effets de ces pesticides, de ces engrais, de ces fongicides, etc., etc., vous participez à former des ingénieurs en agronomie. Est-ce qu'après la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas une erreur fondamentale de la part des Européens de vouloir se calquer sur les Américains et les États-Unis tout particulièrement, un pays où il y a de grandes plaines, de grandes zones avec une configuration de culture, avec une configuration complètement différente de celle qu'on connaît en Europe? Alors, c'est comme le disait Pisani lui-même, qui était l'un des grands artisans de la PAC, qui s'est faite. C'est une politique qui a presque trop bien réussi et qui a été dans l'extrême inverse. Il y avait sans doute besoin à l'époque d'aller moderniser l'agriculture, mais ça a aussi fait en gros qu'on s'est enfermé dans un certain système où est-ce qu'on va aller toujours rechercher plus de productivité et toujours plus de spécialisation comme ça. On pourra revenir sur les différents leviers de la spécialisation qui ont d'ailleurs été à l'œuvre à cette période-là. Mais il y a un phénomène qui est bien connu, qui existe en agriculture, mais qui existe aussi dans d'autres domaines, qu'on appelle les verrouillages socio-techniques. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment où on a choisi un chemin de développement, en fait, même si celui-ci n'est plus optimal, il va être très difficile de faire machine arrière. Par exemple, souvent quand on parle avec le grand public, ils ne comprennent pas pourquoi les agriculteurs n'arrêtent pas simplement d'utiliser des pesticides, par exemple. Et ce qu'il faut voir, c'est que les agriculteurs ne sont pas les seuls à être impliqués. Il y a aussi le conseiller agricole qui va avec lui, mais aussi ses vendeurs d'intrants. Il y a les collecteurs qui vont aller chercher les productions et les commercialiser derrière. C'est vraiment tout un système dans son ensemble. Et en fait, tout ça, toutes ces relations, toutes ces interrelations entre les acteurs, ça fait qu'il est très difficile de pouvoir changer quelque chose. Donc, ça explique pourquoi l'orientation qu'on a prise à ce moment-là, qui a
très bien fonctionné, même trop bien fonctionné, ça fait en sorte que maintenant, il est très difficile d'aller en sens inverse. Oui, puis à travers ce que vous nous expliquez aussi, tout simplement parce que ce que l'on cultive ne peut plus se passer de l'homme et de la façon dont l'homme l'entretient aujourd'hui. Oui, exactement. Vous avez vu, on a discuté un peu de le temps qu'il a fallu pour aller modifier les plantes. Par exemple, le melon, au départ, était très désagréable à manger. Comme toutes les plantes de la famille des cucurbitacées, il était assez amer. Et il a fallu des milliers d'années pour qu'il atteigne le goût sucré qu'on a aujourd'hui. Donc, à partir du moment pour avoir des variétés qui soient peut-être plus résilientes, peut-être plus conformes aux nouveaux enjeux qu'on attend de l'agriculture, ça ne se fera pas en un claquement de doigts. Même si maintenant on a des techniques de sélection moderne qui permettent d'accélérer les choses, c'est quand même des travaux qui sont de très très longue haleine, effectivement. Et il y a toute une série d'effets cascades, notamment liés au réchauffement climatique aujourd'hui, qui est un problème totalement contemporain dans l'ampleur de son développement que l'on connaît. Vous soulignez un élément particulièrement important, qui est celui de l'arrivée de nouveaux pathogènes. Oui, tout à fait. Ces nouveaux pathogènes sont d'une nature particulière, à savoir des espèces invasives qui vont commencer à s'installer chez nous. Oui, alors déjà, juste pour commencer sur le réchauffement climatique, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une menace lointaine, en fait. C'est déjà quelque chose qui est à l'œuvre actuellement. Tout à fait. C'est-à-dire, on a parlé de la mise en place de la PAC qui avait permis d'augmenter fortement les rendements. Et ça, là-dessus, il n'y a aucun doute. L'agriculture, l'augmentation de productivité qu'on observe entre les années 60 et le début des années 90, les rendements ont vraiment fortement augmenté d'une façon qui a existé dans aucun autre secteur, aucun autre type d'activité, mis à part l'agriculture. Par contre, ce qu'on a actuellement, c'est que depuis les années 90, on a ce qu'on appelle une stagnation des rendements. Alors ça, les auditeurs ne le savent peut-être pas, mais les rendements de nos principaux céréales, et notamment des céréales à paille, c'est un petit peu moins vrai pour le maïs, qui est un peu mieux adapté à la chaleur par certains aspects, mais le rendement du blé, de l'orge, de l'avoine et d'autres cultures stagne depuis le début des années 90. Ce n'est pas la faute des nouvelles variétés, parce que les sélectionneurs, sur leurs parcelles d'essai, ils ont des variétés qui crachent, comme on dit entre guillemets vulgairement dans le jargon, qui réussissent à avoir des rendements de plus en plus élevés. Mais ça, on ne le retrouve plus dans les champs. Maintenant, on est bloqué au même niveau de rendement qu'on avait au début des années 90. Et là, la plupart des études qui sont menées sur le sujet, donc il y a plusieurs effets qui peuvent être en jeu, mais l'effet majeur serait bien le changement climatique pour expliquer cette stagnation. Donc voilà, on a déjà cet effet-là, des coups de chaleur qui vont créer ce qu'on appelle de l'échaudage sur les grains, de la sécheresse, qui limitent nos rendements déjà. Mais l'un des risques, effectivement, comme vous disiez, c'est aussi d'avoir de nouveaux parasites qui vont arriver, qui peuvent se développer. Alors, ce n'est pas des parasites qui apparaissent de nulle part, c'est juste qu'ils étaient auparavant un peu plus proches de l'équateur, un peu plus proches des tropiques, et qui peuvent monter de plus en plus au sud, de plus en plus en direction des pôles, tout simplement parce qu'ils trouvent des conditions favorables à leur développement. Donc en agriculture, dans les grands ravageurs, on a les champignons, on a les insectes directement, mais il faut savoir aussi que les insectes, ils sont aussi porteurs de virus, souvent. Et en fait, l'insecte lui-même n'est pas toujours le problème, mais quand l'insecte va piquer, il va aller transmettre le virus à la plante. Un peu de manière similaire à ce qu'on peut avoir chez les humains avec le moustique tigre et d'autres maladies qui vont être transmises comme ça. Mais c'est par exemple le cas de la betterave qui est un peu sous le feu des projecteurs actuellement avec les néonicotinoïdes, parce que les pucerons transmettent un virus qui est le virus de la jaunisse. Donc on a à la fois l'arrivée de l'insecte et en même temps des nouvelles maladies qui peuvent se développer avec les insectes qui réussissent maintenant à se développer sur notre territoire. Mais de la même façon qu'on peut avoir le chikungunya ou d'autres choses qui peuvent arriver en métropole avec le moustique-là aussi. Oui. Ouais. Est-ce que aussi la raréfaction de l'eau ne devient pas, au regard de l'agriculture, l'un des plus grands enjeux? Vous m'expliquiez quand on préparait cette émission que notamment la tomate en Afrique du Sud, au Maghreb, qui est la première zone de production de la tomate qu'on consomme en Europe, et devient un vrai problème parce qu'il faut quasiment, si j'ai bien compris, modifier génétiquement la tomate pour qu'elle soit capable de vivre dans des zones pour lesquelles elle n'est pas réellement faite. Oui, alors
Ouais, il y a deux aspects là. Tu peux juste commencer sur notre situation en France déjà, parce que déjà en France, on va avoir des gros enjeux sur l'eau actuellement. Sur l'eau, bien sûr. Alors, on voit un peu tous les débats qu'il y a actuellement sur les termes de bassines, méga-bassines ou des choses comme ça, ce qu'on va appeler les retenues collinaires pour retenir un peu l'eau qui tombe pendant l'hiver pour pouvoir l'utiliser pendant l'été. Et là-dessus, on a quand même deux aspects. C'est qu'on a une surface agricole qui est très peu irriguée actuellement. C'est à peu près 7% de notre surface agricole de l'ordre de grandeur qui est irriguée. Donc c'est assez faible. On aurait peut-être moyen de faire mieux. Mais en même temps, on a aussi une plante qui vraiment prend la majorité quasiment de notre eau sur ces surfaces irriguées. C'est le maïs. Le maïs est très loin devant en termes de surface irriguée par rapport aux autres cultures. Là aussi, quand on parle un peu d'adaptation, peut-être qu'au-delà des grandes espèces dominantes, parce que par exemple le blé, le maïs, le riz et le soja, c'est plus de la moitié des surfaces cultivées à l'échelle mondiale. On sait par exemple que sans aller chercher des espèces sauvages, bien sûr, pour lesquelles la domestication ne peut pas se refaire, mais on a d'autres plantes plus minoritaires comme le sorgho qui pourrait être un peu plus résistante à la chaleur. Donc il y aura sans doute à jouer sur ces deux leviers pour l'avenir en France, essayer d'augmenter quand même un peu peut-être notre surface cultivée, peut-être aussi d'améliorer le matériel d'irrigation qui n'est pas toujours optimal, et d'essayer de trouver des espèces plus résistantes. Pas forcément les variétés, mais des espèces plus résistantes. Après, sur le cas du Maroc, ça revient un peu à ce qu'on parlait aussi de notre stratégie qu'on a eue à un moment donné de spécialisation des cultures dans certains territoires. Et là-dessus, il y a une étude que j'avais trouvée intéressante qui était menée par des chercheurs il n'y a pas longtemps, qui montrait en gros que les cultures étaient moins bien adaptées aux conditions climatiques où elles se trouvaient dans des pays qui avaient un niveau de développement moins élevé. Et en fait, ça, c'est vraiment une organisation socio-économique, en gros, où nous, avec les politiques agricoles qu'on a mis en place, on a aussi produit énormément d'excédents de céréales qu'on va envoyer au Maghreb, l'Égypte, le Maroc, qui sont très dépendants des exportations de céréales par ailleurs. Et ils vont plutôt se spécialiser dans des productions un peu plus de niche, des productions de maraîchères qui vont vendre derrière. Mais ça les rend assez vulnérables en cas de sécheresse. C'est sûr qu'à partir de ce moment-là, ils n'ont pas forcément les céréales qui leur permettent de s'alimenter, parce que nous, on les produit avec des subventions chez nous. Et à l'inverse, eux, en cas de sécheresse, ils ne sont pas forcément capables de produire toutes les tomates qu'ils pourraient produire. Donc, il y a des améliorations. Ça peut créer des désastres économiques. Exactement, ça peut proposer des désastres économiques, mais vous savez, les printemps arabes qu'on a eus, qu'est-ce qui a été l'étincelle des printemps arabes? C'est l'augmentation des prix des denrées alimentaires au départ. Alors bien sûr, il y a tous les problèmes qui sont liés au système politique, mais en fait, les problèmes qui sont liés au système politique qui sont en place, ils explosent à partir du moment où les gens, ils n'ont plus accès à l'alimentation de base. Bien sûr. Donc c'est vraiment une conjonction de choses qui se passe. Ouais, exactement. Ouais. Oui, puis on va rappeler quand même un chiffre, même si c'est pas le débat et que on peut pas tout superposer systématiquement, mais d'un côté, l'ONU nous dit que 700 millions de personnes chaque jour ont faim, sont en situation de sous-nutrition, de dénutriment. Et en même temps, et bien sûr, il ne faut pas être complètement démagogique, c'est pas au même endroit, mais on jette l'équivalent d'1 milliard de repas par jour. Ce qui est absolument horrible. Ouais, et ça là-dessus, d'ailleurs, des fois, ça me hérisse un peu le poil quand j'entends un peu notre recherche du rendement toujours maximum chez nous. Parce qu'il faut voir qu'on a quand même de très gros écarts de rendement entre nous, ce qu'on a atteint grâce à la PAC, et ce qui se fait encore dans les pays du Sud, où est-ce qu'on est le moins développé. Donc, par exemple, un blé chez nous, il va faire à peu près 8 tonnes par hectare, alors que dans les pays du Sud les plus pauvres, on est toujours en dessous d'1 tonne par hectare, qui étaient les niveaux qu'on avait au début du XXe siècle en Europe. Et ce qu'il faut voir là-dessus, c'est que dans les lois agronomiques, plus on est proche du rendement maximum de la plante, plus c'est difficile d'augmenter de quelques pourcents encore le rendement. Donc, très simplement, le kilo d'engrais qu'on va aller mettre sur notre blé chez nous, il va nous rapporter peut-être que, j'extrapole vraiment, il va nous rapporter peut-être que 1 kilo de plus de grains derrière, alors que si ce même kilo de blé est mis sur une plante qui produit qu'1 tonne, peut-être qu'elle peut lui faire passer à 2 tonnes à l'hectare.
Donc les chiffres, les ordres de grandeur sont très exagérés, mais c'est vraiment l'idée de se dire, plus les rendements sont bas, plus les intrants qu'on va mettre peuvent être efficaces. Donc c'est sûr qu'on pourrait avoir... L'idée, ce serait de booster ces cultures-là dans ces pays-là, plutôt que nous continuer à vouloir augmenter pour de faibles volumes de réalisation et pour réaliser du chiffre d'affaires à la fin. Voilà, exactement. Surtout, comme on le disait, nous, on voit bien qu'on n'arrive plus à augmenter, qu'on est dans une situation de stagnation. Et donc, en fait, si on prenait une partie des intrants qu'on utilise ici et qu'on les met dans les pays du Sud, alors ça, c'est sûr, d'un point de vue économique, je ne sais pas comment ça peut se faire, mais d'un point de vue agronomique, c'est sûr qu'on produirait plus à l'échelle globale. Simplement en répartissant mieux les intrants qu'on utilise. Voilà, il nous reste une petite dizaine de minutes à passer ensemble, Benjamin. Vous êtes donc l'auteur de « Pourquoi les bananes n'ont-elles pas de pépins ?», un formidable livre sur la domestication de nos fruits et de nos légumes. On a parlé de l'évolution, on a parlé beaucoup des problèmes. On va essayer de venir un petit peu sur les solutions. En parlant d'un problème, pour commencer, l'hyperspécialisation qu'on a conduit en Europe et particulièrement en France fait qu'on est très dépendant des engrais. Et vous m'expliquez il n'y a pas très longtemps que quand on regarde la carte de la France, on regarde en gros qu'on produit du blé dans la Beauce et qu'on produit de l'élevage en Bretagne. Et que c'est bien compliqué, pour des raisons économiques, de développement durable, d'amener le lisier qui est produit en Bretagne par les élevages de porcs vers la Beauce, et qu'inversement, on a des problèmes d'engrais et de produits chimiques qui se déversent dans la mer dans les zones d'élevage. Comment on réduit la quadrature du cercle ? Oui, alors là, c'est exactement sur ce qu'on parlait dans les verrouillages socio-économiques, c'est qu'on s'est, coincé dans la construction de ces filières-là, avec les élevages hors sol qui sont construits en Bretagne. Il y a aussi les filières d'abattage, il y a aussi les transformateurs agroalimentaires qui se mettent à côté, etc. Et aussi les agriculteurs qui sont spécialisés dans ces productions-là. Donc c'est difficile de commencer ex nihilo dans une autre région, de tout recommencer à côté. Par contre, là, on a quand même une conjoncture économique et géopolitique qui fait qu'il va peut-être falloir qu'on se pose ces questions-là, parce que les engrais azotés, ils sont majoritairement produits à partir de gaz, c'est-à-dire qu'on va récupérer le diazote, qui fait 80% de l'atmosphère à peu près, grâce à un procédé chimique, et le transformer derrière en nitrate et en ammonium, qui sont les deux formes assimilables par les plantes. Mais ça, c'est un procédé qui est très coûteux en énergie, c'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de gaz pour le faire. Et le principal producteur d'engrais azotés, c'est la Russie. Et dans tous les trains de sanctions qu'on a mis actuellement sur la Russie suite à la guerre en Ukraine, l'un des domaines qui a été le moins touché par ces sanctions-là, qui a été épargné par ça a été les engrais azotés. Parce qu'on est complètement dépendant des engrais azotés qu'on va emporter de Russie. Donc, en fait, peut-être que la seule façon qu'on puisse se sortir de ces verrouillages-là, ça va être malheureusement des crises très importantes qui vont nous forcer à trouver des nouveaux moyens d'organisation quand on sera au dos du mur. Parce que tout simplement, les engrais azotés, vous en mettez pas pendant une seule année, c'est déjà la chute des rendements. Contrairement au phosphore et au potassium qui, eux, restent dans les sols pendant quelques années, l'azote, lui, est très mobile, donc on a vraiment besoin d'en apporter chaque année, et ça fait une grosse partie des rendements. Donc, et l'idée, ce serait quoi ? Ce serait de rapprocher les élevages de la zone de production agricole ? Alors, il y a réutiliser ces fumiers-là. Ça peut être soit en rapprochant les élevages, soit aussi en déshydratant les lisiers, parce que qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas les transporter ? C'est que tout simplement, c'est avec beaucoup d'humidité, beaucoup de teneur en eau. Donc c'est parfois couplé à des méthaniseurs, on utilise la chaleur du méthaniseur pour déshydrater un peu les effluents pour pouvoir les transporter. Après, dans l'idéal, c'est sûr qu'il vaut mieux que l'élevage et les cultures se soient proches, parce qu'en même temps, ça nous permet de faire une diversification de nos cultures, c'est-à-dire qu'au lieu de faire notre rotation colza, blé, orge, qui est par exemple la rotation majoritaire dans la Beauce, on peut se permettre d'aller mettre 4 ans de prairies, 4 ans de luzerne, qui sont des cultures qui peuvent être valorisées que par des élevages de ruminants dans ce cas-là, comme des vaches, des moutons ou des chèvres.
Et ça nous permet d'avoir un peu d'allonger nos rotations, de diversifier nos rotations et donc de diminuer la pression des ravageurs comme qu'on a déjà discuté un peu. Oui. Voilà. Et également, c'est des plantes qui sont capables de s'approvisionner elles-mêmes en azote via l'atmosphère, faire de la fixation symbiotique. Et donc, ça leur permet de s'enrichir, comme ça, d'enrichir le sol un peu en azote aussi. Donc, de diminuer d'autant plus les besoins en engrais azotés. Benjamin Novak, je vous donne 2 minutes pour nous donner un exemple positif de ce qui peut bien se passer dans ces situations-là, pour nous donner non seulement de l'espoir, mais pour voir que des solutions sont possibles. Je pense que l'une des plus grandes tendances positives qu'on observe actuellement en agriculture, c'est toute la montée en puissance de l'agriculture de conservation. On appelle au sens large l'agriculture de conservation, mais c'est-à-dire que moi, avec tous les agriculteurs avec lesquels je parle, donc je suis basé dans la plaine de quoi s'agit-il quand vous dites agriculture de conservation ? Alors, agriculture de conservation, on va parler de 3 piliers qui est à la fois allonger les rotations, justement, qu'on a dit, et surtout toujours couvrir le sol, donc en mettant ce qu'on appelle des couverts intermédiaires entre vos cultures principales que vous allez récolter. Vous allez semer des couverts juste pour couvrir le sol et éviter qu'il soit à nu. Et le 3e pilier, au plus radical, c'est on arrête complètement de travailler le sol. Après, il peut y avoir pas mal de variantes qui est simplement arrêter le labour, travailler que superficiellement le sol. Et donc ça nous permet d'éviter certains désastres comme le Dust Bowl qu'on a eu aux États-Unis, par exemple, dans les années 30 ou 40, dont je parle aussi dans le livre. Mais ça permet aussi d'avoir des externalités positives de l'agriculture. Parce qu'on a parlé des ravages du changement climatique, donc l'agriculture peut y contribuer, avec les émissions liées à l'élevage, les émissions liées à l'utilisation des engrais azotés, etc. Mais l'agriculture, elle peut aussi permettre de mitiger notre changement climatique, parce qu'il faut savoir qu'il existe 2 fois plus de carbone dans le sol que ce qu'on a dans l'atmosphère. Donc en fait, selon les pratiques qu'on va choisir, soit de minéraliser ce carbone et de l'envoyer sous forme de CO2 dans l'atmosphère, là on va aggraver la situation. Soit, si on choisit plutôt mettre de plus en plus de couverts végétaux, de limiter notre travail du sol et de garder notre carbone dans le sol, et à l'inverse, on pourrait avoir un effet de mitigation du changement climatique, comme ça, en essayant de diminuer notre CO2 atmosphérique. Parce qu'est-ce qui peut le faire diminuer ? C'est simplement la photosynthèse, avec les plantes qui vont absorber notre CO2 atmosphérique et le transformer en carbone organique derrière et le stocker dans le sol via leurs racines, etc., etc. Donc ça, c'est quand même vraiment un moteur d'espoir et une voie vers laquelle on doit essayer d'aller pour l'avenir. Merci Benjamin Novak, on vous retrouvera sûrement très bientôt pour continuer d'aborder ces sujets. Vous êtes l'auteur de « Pourquoi les bananes n'ont-elles pas de pépins ?» et autres récits de la domestication de nos fruits et légumes. Vous êtes maître de conférence à Vetagro Sup et vous êtes enseignant en agronomie. Vous formez les futurs ingénieurs à Grenoble. Merci infiniment, et vous êtes chercheur évidemment sur toutes ces questions. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Merci Benjamin Novak qui était avec nous donc par liaison téléphonique bien sûr et notre cher Thierry Apparu, notre animateur lui qui est aussi tranquillement dans son salon. On va terminer cette émission mais avant j'aurais voulu, et on devait le faire au milieu de l'émission, mais parler de notre partenaire, la société Weeklin. Je t'ai cassé un peu la dynamique. C'est pas grave mon cher, c'est ça, c'est une émission, c'est la première fois qu'on le fait tous à distance. Voilà, c'est du direct et on fait toujours du direct chez nous. Notre partenaire Weeklin qui est la plateforme numérique et le réseau social pour un environnement et une économie plus propre. Je vous invite à aller visiter le site internet www.wiklin.com et on va terminer bien sûr avec leur pub, comme ça au moins on aura bouclé la boucle. Mon cher Thierry, je te remercie, c'était pas évident de faire une émission comme ça, en tout cas tu l'as fait, on l'a fait. La prochaine fois il n'y aura pas la grève, on va faire ensemble. Et voilà. On se retrouve dans ton studio très vite. On se retrouvera donc au mois d'octobre. Merci à tous de nous avoir suivis et puis on se dit à bientôt, au mois prochain en tout cas pour l'émission Transition. Et puis nous on se retrouve dès demain soir avec notre invité Eric Orao, Monsieur Univers, plusieurs fois champion du monde et d'Europe de culturisme. Il sera avec moi en studio. Merci Thierry. Salut. Allez, publicité pour notre partenaire. Ce petit oiseau vous remercie. Il vous remercie de prendre soin de lui et de la planète avec Weeklin. En adhérant à ce réseau d'économie circulaire, vous avez un impact positif sur l'environnement. Vous accédez à une économie plus respectueuse. Particulier ou professionnel, rejoignez Weeklin sur wiklin.com en tant que membre ou partenaire.
Fréquence Méditerranée, Fréquence Méditerranée, la radio 100% soleil. la radio 100% soleil.